Salut à tous et à toutes, dans cette vidéo on va regarder comment on peut passer d'une page HTML un petit peu triste et sans vie comme ça ici à quelque chose d'un peu plus cute à regarder qui va ressembler à ça. Ok? Donc on va voir toutes les notions qu'il faut pour arriver à obtenir ce résultat fantastique et tu as le droit de juger et dire que ce n'est pas beau, mais c'est quand même selon moi un petit peu plus cute que ça. Donc première des choses, euh, c'est quoi ce texte-là ici bizarre, ok? Ça, on appelle ça des lorem ipsum. En fait, c'est du texte de remplissage. Parce qu'en entreprise, ça se peut que, par exemple, tu aies de quoi à faire et tu sais pas quoi écrire. Et à la place d'écrire des trucs comme bla bla bla, je sauvegarde, et que ça donne quelque chose du genre pas beau. Ben, c'est beau, mais ou d'aller copier-coller de l'Internet du texte, tu peux utiliser des générateurs de texte. Donc, je t'ai donné un exemple ici, là, exemple de générateur en ligne. Puis lui, ce site web-là, tu peux configurer, puis ça va te générer du code, du texte qui ressemble à du latin, mais c'est pas du latin, c'est juste texte de remplissage. Cependant, à place d'utiliser cet outil-là, moi, qu'est-ce que je vais te montrer, c'est que dans Visual Studio Code, tu peux simplement taper lorem. Et tu vois, quand tu tapes lorem, Visual Studio Code te propose que Emmet te génère un lorem ipsum pour toi. Donc tu fais la touche Tab et dedans tu as un lorem ipsum de fait. Donc là je vais effacer mon blablabla et j'ai mon lorem ipsum. C'est probablement pas le même lorem ipsum que tu as toi versus moi, qu'est-ce que j'ai, mais au moins j'ai pas eu à cliquer sur un lien, générer du texte, le copier, je l'ai fait directement dans Visual Studio Code très rapidement. En passant, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait du texte un peu particulier, comme moi ici, ça apparaît en vert, et que ça commence avec plus petit, point d'exclamation, tiret, tiret, puis ensuite, il y a du contenu, puis tiret, tiret plus grand. Ça représente des commentaires. Donc, c'est quelque chose que le navigateur, il va pas lire, il va même pas essayer d'interpréter ça, mais cependant, toi, en tant qu'être humain, ben, ça peut être utile. Un peu comme en programmation, ben, tu mets des commentaires pour te souvenir à quoi que sert ton code. Fait que ça, c'est le même principe. Donc ça, c'est les commentaires en HTML. Il y a d'autres manières de faire des commentaires quand on va tomber dans d'autres langages, comme par exemple le CSS. Donc ici, là maintenant que j'ai bien 4 paragraphes, je vais commencer à essayer de segmenter le tout pour que ça ressemble un petit peu à ça. Donc si on remarque ma version solution, j'ai 3 grandes sections. J'ai mon en-tête, donc j'ai quelques éléments HTML comme le H1 puis le texte qui est ici, que ça va représenter mon en-tête. Puis je vais lui donner une couleur de fond, je vais l'aligner par exemple au centre. Après ça, je vais avoir ma section plus avec le contenu ici, que je vais avoir 4 paragraphes au total. Et ensuite, je vais avoir mon pied de page, que c'est des liens. J'ai 4 liens plus du texte qui va former mon pied de page que je vais donner un certain visuel. Donc pour arriver à appliquer du visuel sur certains éléments ou simplement les regrouper ensemble, on va utiliser une nouvelle type d'élément qui n'est pas un H1, qui n'est pas un P, mais qu'on appelle ça un div. Donc un div, comme ça ici, et je fais tab. C'est un élément qu'à l'intérieur, je peux y mettre n'importe quoi. Donc par exemple, je vais aller prendre mon H1 avec le texte, je vais le couper et le coller à l'intérieur de mon div. Ici, je rafraîchis. Ben, ça rafraîchit tout seul à cause que j'ai ouvert avec Live Server ma page. Tu te rends compte que ça n'a rien changé. Cependant, maintenant, ces éléments-là ici, le texte plus le H1, mais ils sont regroupés dans quelque chose. Un peu comme des poupées russes. Donc là, ben, ils sont à l'intérieur du div ici. Donc le div est parent de ces deux éléments-là. Donc je serais capable d'appliquer un certain visuel sur le div, et comme par exemple la couleur pour le fond et l'alignement. Je vais tout de suite faire des diffs pour les autres éléments de ma page. Donc le contenu, je vais tout de suite le faire. Et je vais aussi en faire un pour le pied de page, donc un div ici. Comme là, maintenant, je coupe la fin de mon div, la balise fermante, je la colle à la fin, je sauvegarde. Et là, j'ai un div pour le pied de page, j'ai un div pour mon contenu et j'ai un div pour mon en-tête. Donc, ça n'a rien changé. Cependant, maintenant, je vais être capable d'aller appliquer du visuel. Donc, la première technique qu'on va voir pour appliquer du visuel, c'est d'utiliser l'attribut style sur un élément HTML. Donc, directement dans ton élément HTML,
avant la balise fermante, c'est important, tu vas aller indiquer style égal, puis entre guillemets, tu vas aller marquer les éléments du visuel que tu vas aller modifier. Donc ça, on appelle ça les propriétés CSS. Donc, quelles propriétés on va aller changer? Par exemple, je pourrais dire le background color, et là, Visual Studio Code me fait des propositions. Fait que, par exemple, je pourrais prendre, ok, oui, background color ici, et je peux aller choisir la couleur que je vais appliquer. Par exemple, je pourrais dire, ah, je vais appliquer la couleur alpha. À quoi? Je sauvegarde. On se rend compte que mon div va maintenant la couleur aqua. Bon, il y a plusieurs manières de spécifier des couleurs. On peut spécifier avec un mot en anglais si c'est supporté dans le standard de HTML, CSS. Cependant, je pourrais également utiliser une autre approche, comme par exemple avec un code hexadécimal que j'ai déjà identifié au préalable. Donc, je mets un dièse et je mets 0077C2. Et là, tu te rends compte que ça donne à peu près le même bleu que le bleu que je devrais avoir ici maintenant. Passant un coup qu'on utilise un code comme ça, il n'y a rien qui t'empêche de te repositionner dessus puis d'aller le changer. Par exemple, ici, change pour une autre couleur. Et même jouer avec son niveau de transparence de ta couleur. Donc, ça, c'est une autre approche. Là, ici, j'ai changé une propriété CSS. Donc, j'ai décidé de changer la couleur de fond. Mais je pourrais aller changer une valeur pour une autre propriété CSS. Après le point virgule que j'ai mis à la fin de ma valeur, je peux marquer une autre propriété CSS, par exemple text-align, qui permet de définir comment les éléments à l'intérieur de mon div doivent se centrer. Deux points. Quelle valeur je veux donner pour cette propriété-là? Là, j'ai des choix. Par exemple, je pourrais prendre center et je mets un point virgule pour au cas où qu'à un moment donné, je vais en rajouter un autre. Je sauvegarde et on voit que ça marche. Donc, là, ici, ça fonctionne bien. Cependant, une chose qui peut devenir très lourd et très rapidement, c'est que si sur chacun de nos éléments HTML, on commence à mettre des attributs style, ça va être très lourd à lire notre HTML. Parce que là, ça va être un mélange entre le contenu, notre structure de notre page, le contenu, avec la définition du visuel. Donc, on essaie de segmenter les deux choses. Okay? Parce qu'en tant qu'être humain, en tant que développeur, tu ne veux pas aller lire du HTML avec plein de CSS dedans, plein de propriétés CSS comme ça, ce serait dégueulasse, c'est pas le fun. Donc, une autre approche qu'on va utiliser, au lieu de faire ce qu'on appelle, comme ici, on appelle ça un style inline, donc qui est à l'intérieur du HTML. Une autre approche, c'est qu'à l'intérieur de notre élément head, on va créer un nouvel élément. Donc, on se rappelle, le head, c'est pas quelque chose qui est affiché dans la page. C'est plutôt du metadata sur la page, aussi le nom du site web qui va être utilisé pour l'onglet, mais sinon, il n'y a rien du head ici qui apparaît dans le viewport. Okay? Mais on peut aller mettre un élément style. Puis à l'intérieur de l'élément style, on va pouvoir mettre des règles. Des règles qui vont de visuel, qui vont servir à dire quel visuel je donne à certains éléments dans ma page, dans mon document. Donc, par exemple, ce que je vais faire, je vais dire, selector. Donc, une règle CSS est composée d'un sélecteur. J'ai un accolade ouvrante, j'ai un accolade fermante, puis après ça, j'ai quelle propriété je veux modifier. Deux points, quelle valeur je veux donner. Fait exactement comme ça ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier qu'est-ce que j'ai mis là. Je vais le coller. Et comme vous êtes des bonnes personnes, vous allez faire des entrées après votre point-virgule, cause qu'on veut que ce soit lisible. Okay. Là, je vais aller effacer le style inline que j'ai mis ici. Je vais le retirer. Et maintenant, je vais sauvegarder. Bon, là, on se rend compte que c'est plus en bleu. C'est normal, c'est à cause que mon sélecteur, j'ai pas parlé ça sert à quoi. C'est la partie importante. Le sélecteur, ça sert à dire sur quel élément de ma page je veux que ça s'applique. Donc, par exemple, je pourrais dire, si je marque comme sélecteur div comme ça, ce que ça va faire, c'est que tous mes divs dans ma page, peu importe le nombre que j'en ai, ces propriétés-là, CSS-là, vont s'appliquer dessus. Si je sauvegarde, là, tu te rends compte que mon bleu s'est appliqué ici, mais j'avais plus que juste ce div-là ici. J'avais fait un div pour le contenu, puis j'avais fait un div aussi pour le pied de page. Donc là, ce visuel-là s'est appliqué aux trois divs. J'ai le droit d'être plus précis
au niveau de mon sélecteur. Donc, par exemple, je pourrais dire que c'est un certain div en particulier. Puis là, si on veut que ce soit un div en particulier, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on utilise la notion de identifiant unique. Donc, dans un document HTML, tu peux, au niveau d'un certain élément, donc par exemple le div qui est ici, y attribuer un identifiant unique. Donc, je mets ID égale, puis entre guillemets, le nom que je veux donner. Par exemple, header. Okay. Donc, cet identifiant-là, tu ne devrais jamais le réutiliser sur un autre élément de ta page. Donc, l'attribut ID égale, puis là, l'identifiant unique que tu veux donner. Puis, qu'est-ce que ça va me permettre de faire, c'est que par la suite, au niveau de ma règle CSS, au niveau du sélecteur, je vais rajouter qu'il faut que le div y ait l'identifiant header. Puis comment on fait ça? C'est qu'on met le symbole de tic-tac-toe, le symbole de dièse, puis on marque le nom de l'identifiant en question. Si je sauvegarde, maintenant tu vois que cette règle-là va s'appliquer qu'au div qui possède l'identifiant header, puis on sait qu'un identifiant, ça devrait exister qu'une seule fois. Ça devrait être utilisé qu'une seule fois. Je pourrais l'écrire comme ça, comme aussi je pourrais enlever div ici, puis juste dire l'élément dans ma page qui est l'identifiant header. Comme ça, si je décide un jour que ça c'est plus un div, puis que je le remplace par quelque chose d'autre, mais comme il y a l'identifiant header, ça va continuer à s'appliquer, ça ici. Donc, ok, ça marche pour ça. Maintenant, si je regarde, je suis supposé d'appliquer le même style pour mon pied de page ici. Okay. Mon pied de page, dans ce cas-là, il faudrait que j'y donne aussi un nom. Donc, par exemple, je pourrais y donner un nom comme footer. Et maintenant, je pourrais prendre ma règle ici, la copier, faire quelques entrées et la coller. Et maintenant, marquer footer. Donc là, j'ai deux règles CSS différentes. Une première qui va seulement affecter l'élément dans ma page que l'identifiant header, puis une autre règle qui va affecter l'élément dans ma page que l'identifiant footer. Là, dans ce cas précis, c'est exactement les mêmes propriétés CSS que je suis en train de modifier avec mes deux règles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à la place? C'est qu'on va aller modifier le sélecteur d'ici. En fait, on va effacer la deuxième règle que j'ai créée pour le plaisir. Et on va mettre une virgule après notre premier sélecteur. Puis là, on peut mettre un deuxième sélecteur sur lequel ça devrait s'appliquer. Par exemple, je pourrais marquer dièse footer. Et là, tu te rends compte que ça fonctionne. Fait que le virgule, au niveau d'un sélecteur, ça agit comme un OU. Il faut se souvenir que les dièses, c'est pour s'appliquer sur des ID en particulier dans notre document. Les ID en passant, c'est utile pour appliquer du CSS à quelque chose en particulier, mais aussi en programmation plus tard, quand tu vas faire du JavaScript puis manipuler des pages avec du code, tu vas pouvoir récupérer un élément dans ta page qui possède un certain ID en particulier pour pouvoir après ça changer avec du code son contenu. Donc c'est assez utile la notion d'identifiant. Cependant, si on regarde mon résultat final, mon footer il est supposé d'être en blanc. Okay? En tout cas, la couleur principale, c'est supposé d'être blanc. Fait qu'est-ce que je peux faire? Je peux me rajouter une règle supplémentaire en dessous pour dire que mon footer, donc l'élément qui a l'identifiant footer, je veux que sa couleur, donc la couleur du texte, ce soit white, comme ça ici. Et maintenant, on se rend compte que ça fait blanc. Cependant, ça n'a pas changé. Pourquoi ça n'a pas changé? C'est que ça, c'est des liens. Si on regarde un peu plus bas, c'est des liens qui pointent vers des sites web. Donc, un lien, c'est avec l'élément A. Donc, et l'élément A va avoir un attribut href, que sa valeur, ça va être le lien vers le site web où est-ce qu'on veut se rendre. Comme ici, c'est un lien absolu, donc on a marqué le protocole et l'adresse au complet. Puis, comme enfant, donc entre la balise ouvrante et fermante, on va aller mettre le texte qui doit être affiché ici. On pourrait même mettre une image ou quelque chose du genre. En fait, on va le faire dans le prochain exemple. Mais comme ici, on a simplement le texte qui doit être affiché. Donc, les liens, qu'est-ce qui est particulier, c'est que par défaut, dans le navigateur, il va t'émettre de cette couleur-là. Quand tu as déjà visité un lien, puis il y a une série de styles CSS prédéfinis pour les liens quand tu es sur vol, etc. Donc nous, si on veut qu'ils soient blancs, les liens, il faut absolument qu'on dise que les éléments de type A, donc les liens, on va aller mettre une couleur white aussi. Puis là, nos liens viennent d'apparaître en blanc.
OK. Maintenant, regardons un petit peu notre résultat final. Si vous observez bien, on a une couleur de fond. OK? Ici, qu'on devrait voir. Puis là, je ne l'ai pas. Comment on fait pour appliquer une couleur de fond? Ben, on peut dire notre élément qui représente le visuel, qu'est-ce qui est dans le viewport? C'est le body. Okay? Donc le body, c'est un peu l'élément racine du viewport de la zone de dessin qu'il y a ici. Donc je pourrais, sur mon body, puis là, faites pas qu'est-ce que je vais faire ici, parce que je fais un style online, puis les style online, c'est mal. Je pourrais mettre par exemple un background color red, puis là, aller modifier mon style, la couleur de fond comme ça. Je pourrais même changer la police de caractère de tout mon document comme ça. Cependant, à la place de le faire au niveau d'un style inline comme ça, on va préférer le faire ici, de manière séparée, dans une section dédiée pour le style. Donc, ici, je vais dire sur mon élément de type body. Donc, on sait que dans une page HTML, tu as un seul head et tu as un seul body. Donc, sur mon body, je veux mettre un background color. Et mon background color, ici, la couleur, ça va être dièse. Je suis en train de le chercher. 42A 5 F5. Donc c'est un bleu un peu plus pâle. Donc ça ressemble. Une autre chose qu'on va changer pour toute notre page, ça va être le type de police de caractère. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais marquer font family. Puis la valeur que je vais donner, c'est une nouvelle police. Donc par exemple, je pourrais marquer courrier comme ça, ce serait correct. Puis là, ça donne quelque chose de cute comme ça ici. Mais si c'est une police avec des espaces dans le nom, par exemple comics sans MS, il faut que tu mets entre guillemets ou apostrophe. Fait que, par exemple, je pourrais marquer entre guillemets comics sans MS. Et là, vous avez la meilleure police de caractère pour donner vos CV à des employeurs. En passant, je suis sarcastique, n'utilisez jamais ça sur un CV. Font size maintenant. Font size, ça permet de dire c'est quoi la grandeur de tes caractères. Puis là, ça, tu peux le définir de plusieurs manières. Si tu regardes quand que je viens de mettre le 2 points, tu peux le spécifier avec un mot, tu peux le spécifier avec un pourcentage. Puis là, tu as plein d'unités de mesure, ça finit plus des points, un peu comme dans Word. C'est par exemple 12 points, c'est la taille normale, c'est sauvegarde. CTRL S, si je le mets à 14 ou à 15, tu vois qu'il est un peu plus grand. 18, c'est encore plus grand. Cependant, je vais vous recommander de ne jamais utiliser les points. Pourquoi? Parce que quand on fait un site web, on veut que ce soit le plus user-friendly possible, puis peut-être qu'un jour ton site web va être utilisé sur un téléphone. Et un 12 points sur un téléphone, ça ne donne pas un résultat nécessairement agréable. Okay? La taille par défaut dans le navigateur, sur mon ordinateur, ça donne du 12. Okay? Ça, c'est la taille par défaut. Mais sur ton téléphone, ça se peut que ce soit plus gros ou plus grand. Donc, l'unité qu'on va utiliser plutôt, c'est des EM. Donc, des EM, puis on va mettre un chiffre avant. Un EM, ça correspond à la taille normale d'un caractère, par défaut. Fait que sur mon navigateur, c'est 12 comme ça, pour moi, sur mon ordi, c'est l'équivalent. Puis là, je marque en commentaire. Fait que les commentaires en CSS, c'est comme c'est 12 points. Okay. Si je marque 1.5, c'est comme si j'ai fait 12 fois 1.5. Fait que ça me donnerait 18 points l'équivalent. Fait que si je sauvegarde, tu vois, ça me donne ce résultat-là. Sauf que cette approche-là va faire en sorte que ça va donner un meilleur résultat puis plus beau sur ton mobile si tu utilises tout le temps ces unités-là de mesure au lieu des points. Autre chose qu'on va regarder, on a notre couleur de fond ici pour le main, pour la section principale. Donc en fait, je n'ai pas donné de nom encore, mais mon contenu ici, tu vois qu'il y a comme un bleu, mais en fait c'est du blanc que j'ai mis un peu transparent. Okay? Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon div, donner un identifiant, je vais l'appeler le main. Okay? Et par la suite, dans la section de mes règles, je vais rajouter une règle pour dire, pour mon élément qui a le ID main, on va aller mettre un background color. Puis là, le background color, je vais utiliser une nouvelle approche qui est le red, green, blue, alpha. Fait que je spécifie une valeur pour le rouge. Donc une valeur qui va entre 0 puis
255, une valeur pour le green, pour le vert et une valeur pour le bleu. Donc si je mets tout au plus grand chiffre possible, ça fait du blanc. Si je mets 0, 0, 0, ça fait du noir. Et la quatrième valeur, c'est pour l'alpha. Donc si je mets 1, ça va être à 100% opaque. Si je mets 0.5, ça va donner 50% de visibilité, fait que mon blanc va être à 50% visible, puis la couleur de fond en arrière du body va prendre l'autre 50%. Et comme ici, je vais mettre 0.2, comme ça. Donc, ça a quand même pas mal avancé. Prochaine chose qu'on va essayer de regarder, c'est comment on peut aller modifier le visuel de tout ça ici. Donc, si on regarde la version finale, texte de remplissage bidon, il est comme en orange, en majuscule, en orange et en souligné. Même chose aussi, Crystal Bouvier Montgomery, c'est la même chose, sauf qu'en plus, il y a un background en jaune. Mais comment qu'on peut faire ça? Premier réflexe qu'on devrait se dire, ok, c'est que je vais essayer de mettre ça dans un div. Donc, je vais aller prendre le texte, ici, puis je vais faire un div. Je vais mettre la balise fermante à la fin de mon texte, puis je vais regarder ce que ça fait. Je sauvegarde. Oh, ok. Tantôt, on avait dit qu'un div, ça ne changeait rien au visuel, que ça faisait juste envelopper des éléments ensemble. Sauf que là, on vient de se rendre compte qu'un div, il y a un petit effet particulier, c'est qu'il va faire une espèce de, j'aime pas dire un saut de ligne, mais il voudra être tout seul sur sa ligne. Il ne voudra pas rien avoir avant puis rien après. Donc, c'est ça, il y a un petit effet, le div, c'est que il fait comme une espèce de saut de ligne avant puis après. Donc, si on veut pas ça, qu'est-ce qu'on peut faire à la place d'un div? C'est utiliser un span. Donc, un span, c'est la même chose qu'un div, dans le sens qu'il n'y a pas de sens à proprement dit, ça n'a pas de signification comme un H1, ou comme un P, ou comme un A pour un lien. Ça n'a aucun sens à proprement dit. Cependant, lui, il ne générera pas de saut de ligne lorsque tu vas envelopper quelque chose avec un span. Donc, c'est la même chose qu'un div, sauf qu'il ne fait pas de saut de ligne. En fait, vous allez voir avec le devoir que vous allez avoir à faire, avec les vidéos de lecture à regarder, un div, ça va être considéré comme un élément qu'on dit de type bloc, donc il ne peut pas avoir de voisin à côté de lui, alors qu'un span, ça va être considéré comme un élément de type inline, donc qui peut s'insérer à l'intérieur d'une ligne, puis qui peut avoir quelque chose à gauche puis à droite de lui. Donc le span ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller y donner le visuel qu'on veut. Fait qu'on va donner par exemple le style. On pourrait faire un text decoration pour aller mettre la barre en dessous. Fait que text decoration, je pourrais mettre underline. Je pourrais mettre un text transform pour aller mettre en uppercase, en majuscule. Et je peux aussi aller mettre un color, puis mettre en orange. Comme ça ici. Donc si je sauvegarde, ça donne mon résultat, pareil comme le résultat final. Sauf que vous vous souvenez que je voulais appliquer ça ici, mais également plus bas sur le cristal. Ça doit être appliqué de la même manière ici sur le cristal Bouvier Montgomery. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Ici, je vais utiliser une autre technique que des ID. Parce que j'aimerais pouvoir appliquer ce style-là, peut-être à ces deux éléments-là, mais peut-être à plusieurs éléments dans ma page. Donc, je vais créer une nouvelle règle CSS. Puis je vais marquer point, puis je vais marquer emphase. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que si dans mon document HTML, j'ai donné une certaine classe qui s'appelle emphase à un élément, il va avoir le visuel que je vais définir entre les guillemets. Fait qu'une classe CSS, on peut le donner. Oups, là, je veux juste récupérer que j'avais marqué ici, tout ça. Je vais le couper. Je vais aller ici, je vais le coller. Je vais enlever style ici. Puis, à la place de marquer ID, comme on fait ça tantôt, je vais marquer classe en phase. Donc, l'avantage de cette approche-là, c'est que une classe, tu peux donner la même classe à plus qu'un élément, contrairement aux ID. Les ID, il faut que ce soit unique, mais des classes, tu peux donner autant d'éléments que tu veux. Par exemple, le H1 qui est ici, je pourrais aller prendre la même classe en phase, et le donner dessus.
Donc là, j'ai deux éléments dans ma page qui ont la classe emphase. Et cette règle-là a dit tous les éléments qui ont la classe emphase, le point, ça veut dire qu'ils possèdent une classe. Donc, qui possède la classe emphase, donne-y ce visuel-là. Donc là, je vais l'enlever sur le H1, j'en ai pas besoin. Je vais le couper, mais cependant, je vais aller le placer sur mon cristal Bouvier-Montgomery. Donc, comme je veux pas que ça fasse de saut de ligne, que ça reste sur la même ligne, le copyright puis le cristal Bouvier-Montgomery, mais je vais pas utiliser un div, je vais plutôt utiliser un span. Donc, span comme ça. Sur mon span, je vais aller mettre la classe emphase. Et par la suite, je vais aller prendre mon cristal Bouvier-Montgomery, je vais le mettre à l'intérieur. Comme ça ici. Yeah! Ça marche. Donc, ouais, il y a une petite différence. Cependant, tu vois qu'ici, il est surligné en jaune. Puis en fait, ce paragraphe-là aussi, il est surligné en jaune. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est faire une autre classe qui pourrait représenter le surlignage et je pourrais donner la classe à Crystal Bouvier-Montgomery et je pourrais aussi le donner à ce paragraphe-là. Fait que soyons fous et essayons de faire ça. Donc, je vais créer une nouvelle classe. Par exemple, je vais l'appeler surlignage. On va dire que c'est comme ça. Je vais faire un background color que je vais aller mettre yellow. Ensuite, cette classe-là, je vais aller la rajouter après la classe emphase. Donc, un élément HTML peut avoir une classe. Il peut en avoir 0. Dans ce cas-là, on ne met pas l'attribut classe. Mais il peut en avoir également plusieurs. Puis, ils sont séparés par des espaces, comme ça ici. Donc là, si je regarde maintenant, Crystal Bouvier-Montgomery, ben, ce texte-là, il y a deux classes qui sont appliquées dessus. La classe emphase et la classe surlignage. Bon, là, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe si dans les deux règles ici, mes deux règles différentes, les deux, je définis la color. Okay? Je le définis là, puis je le définis là, puis je mets des valeurs différentes, lequel qui va gagner. Ça, on va avoir des vidéos dédiées là-dessus pour parler de comment c'est calculé les règles, puis c'est quoi le résultat final. Mais pour l'instant, on voit que ça marche. Autre chose que je peux remarquer, sinon, je suis supposé d'avoir ici deux paragraphes qui sont alignés à droite au lieu d'être alignés à gauche, puis le texte est à peu près 2 fois plus gros que la taille normale. Okay? Fait que le deuxième paragraphe puis le quatrième, je devrais leur donner une configuration spéciale. Mais je pourrais par exemple ici créer une règle qui dit tous les éléments qui ont mettons qui ont la classe alignement spécial, mettons, fait un text align à droite et également met une font size, une grandeur de texte à 2 pour qu'elle soit 2 fois plus grande que la normale. Ça va me permettre après de pouvoir aller, par exemple ici dans ma version de départ, je m'en vais sur mon paragraphe numéro 2, donc lui, je mets la classe alignement spécial, je sauvegarde et on voit que ça donne ce résultat-là ici. Même chose, je peux aller sur mon quatrième paragraphe de ma section du contenu, j'y mets la classe alignement spécial. On voit ça l'a aligné à droite et ça l'a également agrandi de 200%. Avec qu'est-ce que vous avez vu? Comment on pourrait faire pour faire en sorte que lui soit surligné? Donc, essayez-vous. Si vous remarquez, on avait créé des règles tantôt, donc on pourrait très bien aller mettre ça ici puis le mettre là, sauf que la problématique que ça engendrait, si je fais ça, et je vais l'annuler, c'est que lui également, il serait surligné. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut juste appliquer le surlignage sur lui. Bien, on a une classe surlignage qui met le background color à yellow. Fait qu'on va prendre la classe, puis on va le rajouter au bout, ici. Fait que notre dernier paragraphe va avoir deux classes. Il va avoir l'alignement spécial, qui change le texte pour qu'il soit à droite, la grosseur, et le surlignage qui va aller le mettre en jaune souligné. Sinon, c'est très très proche du résultat final. En fait, bon, ça c'est normal, ici on n'a pas le même lorem ipsum. Petite chose, là je vous montre plusieurs petits exemples avec différentes propriétés CSS. Il en existe une tonne de propriétés CSS. Vous n'avez pas à toutes les connaître. En fait, pour le cours, il y en a certains qui vont vous être spécifiés. Vous allez avoir accès à toute votre documentation,
probablement même aussi un petit aide-mémoire. Puis dans l'aide-mémoire, tu vas avoir les différentes propriétés CSS que tu as besoin, que tu vas utiliser. Puis quand tu cliques sur les liens, ça va te donner même la documentation en français sur le site web de Mozilla. Fait que Mozilla, c'est un des partenaires qui, avec d'autres, avec Microsoft, Google, qui définit les standards du web. Puis leur documentation est vraiment écœurante. Donc, tu as des exemples vraiment très complets de comment les utiliser, les différentes valeurs, les différentes propriétés CSS. Donc, juste ne pas vous inquiéter. Au fur et à mesure que vous allez les utiliser, vous allez les connaître par cœur, puis tu vas pouvoir toujours te référer pour les retrouver. Donc, pas de souci là-dessus. Dernière petite chose que j'aimerais te parler avant de quitter cet exemple-là, c'est les caractères spéciaux. Tu vas te rendre compte que par exemple ici dans le résultat final, je suis supposé d'avoir un copyright comme ça qui apparaît. Mais pour faire apparaître le copyright, j'ai quelques manières possibles. Je pourrais aller dans Word, le copier puis le coller, mais ça c'est la pire manière que tu peux faire. En fait, les caractères spéciaux, il y a des codes HTML qu'on peut mettre qui vont servir à indiquer ces caractères spéciaux-là. Par exemple, ici le lien caractères spéciaux, je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Si je l'ouvre, c'est une page sur le site web du standard HTML qui donne les différents caractères spéciaux qui existent. Et là, par exemple, si je trouve le copyright ici, tu vois, j'ai quelques manières, quand je survole, j'ai quelques manières de l'écrire, soit comme ça, avec le point-virgule, soit comme ça avec le point-virgule, soit comme ça ou soit comme ça. Donc là, par exemple, je prends cette manière-là ici, je le copie, CTRL-C, je m'envoie ici, je le colle, CTRL-V. Ah non, il va plus ici. Je sauvegarde, ben maintenant j'ai mon copyright. Ça aussi également, vous l'avez dans l'aide-mémoire, le lien vers comment avoir les caractères spéciaux, etc. Puis même, vous avez un petit tableau avec les caractères spéciaux les plus utilisés qui apparaissent ici. Donc, c'est à peu près tout pour cet exemple-ci. Donc, je vous invite à passer à la prochaine vidéo.